à toutes et à tous. Merci d'être venus ce matin sur ce nouveau numéro des Petits Déj Pro. On a le plaisir d'accueillir Adrien Gacon, qui est aussi résident de la structure ici, du Rubik's Co. Alors le Rubik's Co, c'est un tiers-lieu, un espace de travail partagé. Et je pense que la plupart connaissent le lieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc on a un espace où on propose des solutions d'accompagnement à des jeunes entreprises ou alors à des télétravailleurs ou des travailleurs indépendants sur l'ensemble de la structure. Et donc on organise aussi beaucoup d'événements et d'animations en partenariat avec les RET, dont le Petit Déj Pro de ce matin. Et Maxime va vous donner un peu les modalités des Petits Déj Pro et puis vous donner aussi les explications sur ce matin. Merci Sofiane, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, moi c'est Maxime Lehoux, je préside le groupement d'entreprises ERET, une association sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. L'objectif est de fédérer les chefs d'entreprise du territoire, de créer du lien avec les organisations économiques et agir sur des facteurs de développement des sociétés et des zones d'activité. Donc en effet, on anime tous les premiers vendredis de chaque mois des Petits Déj Pro. L'objectif est de faire intervenir un expert sur une thématique de gestion d'entreprise. Donc toutes les thématiques sont abordées, la RH, la communication, la gestion, la stratégie. Donc ce matin, on va être plutôt sur les thématiques de communication avec Adrien Gacon, qui est souvent là à nos Petits Déj Pro. Bienvenue à toi Adrien. Merci. Donc Adrien, il est photographe indépendant. Sur la société qui s'appelle GAC Photographie. Oui, qui se transforme en studio GAC, puisque maintenant je fais photo, vidéo et gestion de réseaux sociaux pour compléter toute la panoplie. Ok. Donc pour le format de ce matin, on démarre à 9h. Deux possibilités, du présentiel, il y a du monde, donc a priori la thématique intéresse, la communication. On est à peu près une petite vingtaine ce matin en présentiel, et également disponible en digital sur le Facebook Live. La matinale va être filmée pour pouvoir aussi être visible sur YouTube en replay. Voilà, donc on est parti sur 9h, 9h45 pour dérouler la thématique, le pouvoir de l'image dans la communication. Et puis après, on pourra interagir avec Adrien pour poser toutes vos questions. Donc je te laisse la parole, Adrien, c'est parti. Pour te présenter et puis dérouler cette thématique. Sur la communication. La présentation, je pense, a été à peu près claire. Je suis donc Adrien Gacon, j'ai Studio GAC, je fais de la photo, de la vidéo et des réseaux sociaux, je fais les trois. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur la photo, sur la partie photo que je fais depuis 10 ans à peu près. La vidéo, j'en fais depuis une vingtaine d'années maintenant, ça commence à faire. Et les réseaux sociaux depuis 3 ans. Donc je me suis développé beaucoup pendant le Covid sur la partie réseaux sociaux et marketing digital de manière un petit peu plus large pour avoir une visibilité plus vaste et accompagner les gens en fait dans leur communication de façon assez globale. Pour démarrer, on va déjà faire une photo. Donc Soufiane, je vais te demander de prendre Maxime en photo comme si tu faisais son portrait. Comme si je faisais son portrait. Ouais, comme ça, vite fait, sans trop te poser de questions. Faut que je pose ce matin déjà. Tu fais comme tu veux. Libre à toi. Alors si je fais une photo portrait, il doit y avoir un mode portrait. Alors tu fais comme tu veux. L'idée c'est que là on va faire une photo, on va dérouler pas mal de choses et à la fin on fera une photo et on comparera les deux. Pour voir si ça servait à quelque chose cette intervention ou pas. J'espère que... Fond blanc s'il te plaît. T'es prêt là? Je recule. C'est une photo de portrait. L'idée oui, ce serait d'avoir une photo de portrait. Deux profils, 3 profils. Bonjour. Impeccable. Est-ce que tu veux la montrer ou pas? Bah écoutez, je vais bien la montrer. Non, on fera l'avant après tout à l'heure. D'accord. On va donc décomposer en 4 étapes. Pourquoi utiliser la photographie? Aujourd'hui, il y a plusieurs médias et notamment la photo et la vidéo. Ça nous sur Instagram, TikTok qui a déboulé avec le format vidéo et qui ramasse un petit peu toutes les parts de marché. Donc pourquoi aujourd'hui la photo reste intéressante et je vais dire indémodable. Alors encore une fois, je vais être objectif, c'est-à-dire que je suis pas que photographe, je suis aussi vidéaste, donc l'idée c'est pas de déglinguer la vidéo, c'est juste d'expliquer objectivement ce qui reste intéressant. Vous présentez quelques bases techniques pour améliorer vos photos en fait au quotidien. L'idée c'est pas que vous appeliez un photographe, je sais pas que vous avez besoin de quelque chose, c'est si vous avez besoin d'une photo très spontanément sur un événement, sur une rencontre, sur un rendez-vous, que vous puissiez faire une photo un peu plus jolie que ce qu'on a l'habitude de voir. 3 règles qui vont changer vos photos.
et bien diffuser vos photos. Donc après, quel média vous allez utiliser, quel format, sur quoi on peut retrouver des photos, et du coup à quel moment peut-être faire appel à un pro, utiliser vos photos à vous, etc. Ça vous va à peu près comme déroulé? Donc pourquoi utiliser la photo? Aujourd'hui, comme je disais, on a un gros combat avec la vidéo. Les paramètres à prendre en compte, c'est les moyens que vous allez avoir, puisque la photo coûte moins cher que la vidéo a priori. En tout cas, la post-production prend moins de temps. Sur la vidéo, vous avez très souvent du montage, vous avez de la prise de son, vous avez l'étalonnage parfois, vous avez pas mal d'éléments qui font que la vidéo va être beaucoup plus chronophage et beaucoup plus coûteuse que la photo. Donc en fonction de l'histoire que vous allez vouloir raconter, vous n'allez pas utiliser le même format et le même média. Avec une vidéo, vous allez pouvoir rajouter de la musique, vous pouvez rajouter des paroles, chose que vous ne pouvez pas faire avec une photo. Donc l'idée, c'est soit de trouver la photo qui va raconter votre histoire, qui va raconter votre propos, qui va véhiculer le message. Sur LinkedIn, on est plus sur de la photo que sur de la vidéo. Le format vidéo doit respecter quelques codes, et la vidéo est pas encore folle sur LinkedIn. Donc il faut bien sélectionner le format que vous souhaitez utiliser pour véhiculer votre message. Donc en amont, il faut bien connaître ce que vous voulez dire, savoir ce que vous voulez dire, et pas vous dire je veux faire une vidéo parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire une vidéo, ou je veux faire des photos parce que ça me paraît logique de faire des photos. Il faut bien réfléchir en amont au format qui va être le plus pertinent. C'est OK pour ces parties-là? La technique. L'idée, c'est pas de vous faire peur avec la technique, puisque aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que font les smartphones. Donc, il n'y a pas vraiment de débat sur la gestion d'un réflexe ou quoi que ce soit. C'est pas un cours photo vraiment aujourd'hui, mais c'est juste vous donner quelques notions pour que vous compreniez, en fait, quand vous prenez une photo, qu'est-ce qui se passe dans votre téléphone. Il y a 3 notions qui, selon moi, sont... Oui, tout ce que je vais dire, c'est selon moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle non plus absolue. Pour moi, vitesse, ouverture et ISO, c'est les 3 paramètres qui sont incontournables et qui sont hyper importants dans le choix des réglages. Donc là, je vous ai pris en photo mon appareil photo. C'est pour ça que c'est un petit peu de travers, parce que c'est pas facile de prendre un écran d'appareil photo en photo. Bref, donc vous voyez qu'il y a plein de paramètres. En réalité, ça, on s'en fout un peu. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout pas, parce que s'il y en a pas, ça marche pas. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Bon. C'est vraiment ça du détail. Les 3 qui vont nous intéresser, c'est donc la vitesse, l'ouverture et les ISO. Je vous explique rapidement à quoi ça... C'est mon appareil photo pro. Ça, c'est mon appareil photo pro. Là, c'est pas mon smartphone, mais en fait, ces 3 réglages sont les mêmes qui vont être dans les smartphones. Généralement, sur les viens juste smartphones, après. on a un mode un peu photo ou un mode expert. On retrouve ces Oui. ces données. C'est pour ça que je parle de ces réglages-là, mais on va dérouler. On peut éclairer, tout de suite, je vais être à 1,125 à peu près. Je vais être un peu en dessous ça, pour capter de la lumière. Vous avez aussi peut-être déjà vu des photos où vous avez des voitures sur une route, et en fait les phares des voitures sont un filet de lumière. Ça vous parle ça? Eh ben c'est exactement ça, c'est qu'en fait on va passer à 1/50 à peu près, et en fait on va capter la lumière, mais du coup comme la voiture est en mouvement, ça capte la lumière du point A jusqu'au point B, et la photo capture tout ça. C'est à peu près clair ou pas? C'est pas forcément évident, mais... donc voilà, ça c'est l'ouverture. Donc là on joue bien sur la lumière. Au-delà du mouvement, on joue sur la lumière. Les 3 paramètres vont jouer sur la lumière, c'est ça qui est important en fait à comprendre pour la suite. Ensuite vous avez donc l'ouverture focale. Donc l'ouverture focale, c'est la taille de votre objectif qui va s'ouvrir de manière plus ou moins grande. Plus c'est grand, plus on capte de la lumière. Plus c'est fermé, moins on capte de la lumière. Jusque-là c'est à peu près simple aussi. L'inconvénient de ça, c'est que quand vous êtes à 2.8 par exemple, donc où là c'est très ouvert, pas que je me trompe, quand c'est très ouvert, vous allez avoir beaucoup de flou derrière. En fait, votre distance focale, là où votre mise au point va se faire, va être très courte. Donc vous allez avoir par exemple un visage très net, mais tout ce qui se passe après va être très flou. À l'inverse, si je suis à f11, donc où là on a refermé beaucoup plus, mon visage va être net, mais l'arrière peut être net aussi. En fonction de l'objectif qu'on choisit, mais ça c'est un autre débat, je vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Mais là à 2.8, du coup, j'ai beaucoup de lumière qui peut rentrer, et ça c'est cool. La bête noire, c'est les ISO. Alors on a tendance à faire la blague, les ISO ça coupe, et je tenais à la faire ce soir, ou ce matin. Donc les ISO en fait c'est la partie plus artificielle de l'appareil photo, c'est-à-dire qu'on va pousser le signal électrique pour qu'il capte plus de lumière. Donc c'est vraiment d'un point de vue purement électrique, donc là c'est plus de l'optique, contrairement aux deux éléments précédents. C'est vraiment électrique, donc ça va venir un petit peu abîmer votre photo. Ça va créer ce qu'on appelle du bruit
ce qui était du grain avant sur la pellicule, mais maintenant ça va créer du bruit, donc ça va vous créer des espèces de petites, je sais pas trop comment vous dire, un peu de poussière sur votre image, et du coup vous allez moins pouvoir la travailler, vous allez moins pouvoir l'utiliser, moins pouvoir zoomer dedans, parce que l'image va être un petit peu plus sale. Alors maintenant sur les appareils photo smartphone ou pro, vous pouvez aller assez loin dans les ISO quand même, mais pour avoir fait le test, quand je suis à ISO 100, je peux vraiment zoomer tout ce que je veux dans l'image, j'ai tout ce qui va bien, j'ai toute la matière qu'il me faut, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Par contre, si je suis à ISO, ça m'est déjà arrivé de pousser à 6000 dans des salles pas du tout éclairées, et là, si je zoome, ma photo, elle est dégueulasse, quoi. Donc c'est les 3 éléments qui sont importants, et qu'on retrouve donc dans les smartphones. On retrouve exactement la même chose, parce que c'est une gestion optique avec un plus petit capteur, tout est plus petit évidemment, mais c'est le même fonctionnement puisque c'est de l'optique. Donc du coup ça fonctionne exactement pareil. Qu'est-ce qu'on a après ? Ensuite le cadrage. Donc ça c'est important, le cadrage, évidemment, parce que c'est ce qui va donner le sens de lecture de votre photo. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs sens de lecture sur une photo. Vous pouvez partir, votre regard peut partir de la gauche pour aller vers la droite, peut partir du centre pour ensuite dézoomer, peut partir d'en bas pour ensuite aller en haut. Ça, c'est vous qui décidez dans votre composition de photo quelle histoire vous voulez raconter. Je vous parlais d'histoire tout à l'heure, ça en fait partie, c'est-à-dire que sur une seule photo, vous pouvez avoir, par exemple, là, si on prend Soufiane et Maxime, vous faites un cadrage où vous pouvez voir Soufiane en premier, mais vous pouvez juste, en changeant un tout petit peu votre cadrage, voir d'abord le Rubik's Cube. Ce qui fait que dans le cas de la mise en avant d'une marque, parfois ça peut être plus intéressant de mettre la marque, mais c'est très subtil, c'est-à-dire que votre regard va d'abord se porter sur le Rubik's Cube, puis ensuite se tourner vers Soufiane. Pardon, je t'ai pris un exemple. Et à l'inverse, vous pouvez aussi vouloir mettre en avant plutôt l'humain qui se cache derrière la marque. Et donc là, c'est pas grave. Bonjour. Tant que vous arrivez à suivre, ça va aller. Et donc oui, vous pouvez d'abord mettre l'humain en avant, et ensuite on va voir le logo. Donc ça, tout ça avec juste une image fixe, vous avez le choix en fait de la direction de regard. Je vous ai mis quelques exemples ici. Je vais pas vous mentir, moi je me sers surtout de celui-ci, et je le fais un peu à l'instinct. Alors je sais pas si c'est à force d'en faire que c'est venu, mais j'utilise beaucoup celui-ci. Par exemple, sur les portraits, le regard il est toujours sur la ligne du haut. Quand je fais un portrait, parfois je déporte un petit peu. Quand j'ai quelqu'un qui regarde vers la gauche, je déporte la personne sur ce trait-là, enfin sur cette ligne-là, ce qui laisse un petit peu de vide ici, donc ça laisse un petit peu d'espace et ça aère un petit peu la photo. Parfois vous avez des choses qui sont très centrées. Enfin bon, c'est un petit peu là libre à vous de choisir ce qui est le mieux. Mais c'était pour vous dire qu'il y avait quelques règles de composition qui ont été établies, qui suivent en fait ce chemin de lecture d'une photo, qui est du coup important pour la suite. La mise en scène ensuite dans le cadrage. Attention, je vous ai fait des exemples, ça rigole pas. J'ai pris volontairement des photos pour la suite avec mon téléphone à mon bureau. Vous voyez le beau bois qui équipe le Rubik's Cube. Donc c'est à mon bureau avec la lumière du jour. Bon, j'ai la chance d'avoir des grandes fenêtres dans mon bureau, donc c'est cool. Mais il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de post-prod. Là, c'est sorti du téléphone. Juste pour qu'on soit bien d'accord que j'ai pas vraiment triché avec un appareil photo pro, etc. Donc pourquoi la mise en scène est importante ? J'ai voulu prendre donc là une boîte de thé, belle boîte, belle couleur, tout ça. Mais en fait, il n'y a que la boîte. Et du coup, s'il n'y a rien autour, pour moi, il manque un petit quelque chose. C'est-à-dire que quand vous allez prendre dans votre quotidien des éléments, que vous voulez raconter quelque chose à partir de, je sais pas, un carnet que vous prenez en photo, montrer que vous êtes en train de travailler sur un projet, ou vous êtes en train de prendre un café avec quelqu'un, etc. Pareil, il faut que ça raconte une histoire. Donc si vous êtes en train de prendre un café avec quelqu'un, peut-être que celle-là sera plus intéressante. Bon, même si elle a le côté un peu packshot thé, mais voilà, vous avez le carnet, vous contextualisez en fait votre photo, votre image. Donc on est sur le même position, enfin même point de vue quasiment. Mais celle de gauche, vous voyez qu'elle raconte plus quelque chose. Enfin, ou alors c'est moi qui fume, mais dites-le moi. Mais normalement, elle raconte un petit peu plus quelque chose. Et pour les réseaux sociaux, puisque on est aussi là pour en parler un petit peu, sur les réseaux sociaux, celle-ci va être plus impactante parce qu'elle saute un petit peu plus à l'œil. On va voir après comment la faire péter encore un petit peu plus. Mais elle saute un petit peu plus aux yeux, donc c'est plus intéressant de faire comme ça. Donc si vous devez prendre une photo d'un objet ou quoi que ce soit, pensez dans votre cadrage à prendre en compte ce qui se passe autour et le contexte dans lequel vous prenez votre photo. Les 3 règles qui vont changer vos photos. Je sais, ça fait putaclic, mais comme on clique pas, c'est bon, ça passe.
Choisissez votre sujet. Ça, c'est j'ai mis énormément de temps à me rendre compte de ça. Pourtant, j'en fais depuis un moment. Mais à me dire que si on choisit pas son sujet, en fait, la photo, elle fonctionne forcément moins bien. Pourquoi ? Parce que c'est votre sujet qui va déterminer votre cadrage, votre mise en scène, enfin tous vos choix en fait, vos choix de mise au point. Tout à l'heure, je vous disais, sur la même photo, on peut avoir soit comme sujet Soufiane, soit comme sujet le gobelet du Rubik's Cube. Ce sera à peu de choses près la même photo, mais votre sujet ne sera pas le même. Donc la première chose qu'on va voir, ce sera pas la même chose. Ce qui est mis en avant, ne sera pas la même chose, etc. Donc choisissez votre sujet. Même quand vous êtes sur un paysage, avec plein de trucs, il faut vous dire, mon sujet c'est tel arbre, ou mon sujet c'est la colline qui est là-bas dans le fond. Et vous allez voir que à partir de là, vous allez décomposer après toute votre photo et vous allez pouvoir la composer d'une meilleure manière. Ça, pour moi, c'est hyper important. Règle numéro 2, mettez-vous à la hauteur de votre sujet. C'est moins le cas pour un arbre ou une colline, on va pas se mentir. Mais typiquement, l'exemple que je vois beaucoup, moi, c'est les photos des enfants. En général, vous êtes à une soirée, un mariage, n'importe quoi, vous avez l'enfant qui est là, qui joue à quatre pattes ou qui vient vous chercher et vous faites votre photo comme ça. Alors qu'en réalité, si vous prenez le temps de vous pencher et vous vous mettez à hauteur de son regard, eh ben la photo, elle est, je vais pas dire 1000 fois mieux, mais au moins 900 fois mieux. Ça marche aussi, du coup, je reprends l'exemple Soufiane Gobelet, pardon, mais c'est un très très bon exemple, je trouve. Si vous prenez en photo, si le sujet c'est Soufiane, vous allez prendre votre photo comme ça. Si le sujet c'est le gobelet, vous allez vous mettre légèrement en dessous, pour que ce soit le gobelet qui ressorte un petit peu plus. Donc se mettre à la hauteur du sujet, et c'est pour ça que vous voyez des fois les photographes qui sont comme ça, qui prennent des positions complètement n'importe quoi. C'est juste pour être en face du sujet. Quand il s'agit d'humain, c'est le regard en fait qui va compter, on va dire. Pareil pour les réseaux sociaux, dès qu'il y a un eye contact sur une photo de réseaux sociaux, la photo marche forcément plus que n'importe quelle autre photo que vous pouvez faire. Si c'est un eye contact d'enfant, c'est encore pire, mais ou mieux, ça dépend comment on voit le truc. Mais le photo d'humain, c'est le regard qui va être à privilégier, donc évitez les lunettes de soleil. Si vous faites des selfies par exemple en plein été et que vous voulez que votre photo marche, hop, on enlève les lunettes de soleil. Quand vous avez des lunettes, je vois qu'il y en a quelques-uns ici, faites attention à pas être pris en fait juste sur l'arête, ce qui cache votre pupille, le contact ne va plus. Et en fait, c'est bloquant. Et du coup, ça marche moins. Je me suis retrouvé avec plein de photos comme ça, où sur des reportages où je prends les photos, puis en fait, après, au tri, je me rends compte que ceux qui ont des lunettes, je les ai pris un tout petit poil trop de côté. Et du coup, okay. Après, j'en ai d'autres qui rattrapent, mais voilà, faire attention à cette partie-là. Pourquoi j'ai remis ça ? Si, se mettre à la hauteur, pardon. Donc là, j'ai continué avec ma petite boîte à thé. Là, j'étais pas du tout sur la hauteur. On était presque plus, le sujet était le carnet sur celui-ci. Ici, je me suis mis vraiment à la hauteur de la boîte à thé. Donc, vous voyez, je triche pas, c'est vraiment mon bureau. Donc, il y a du bordel derrière, etc. Mais vous voyez que la boîte est beaucoup plus mise en valeur là. Je l'ai peut-être en plus tournée vers la lumière exprès. Mais voilà, et ça fonctionne beaucoup mieux parce que le sujet est vraiment... Enfin, on est à la hauteur du sujet, du coup, ça marche. Ça vous parle, cette histoire de hauteur du sujet ? Je dis ça parce que ça compte. Si ce week-end, vous voyez du monde, tester. Attends, je me mets à ta hauteur. Baissez un peu la luminosité. C'est là où tous les paramètres que je vous ai expliqués tout à l'heure entrent en ligne de compte. Alors, je refais juste un petit récap rapide. Non, c'est pas grave. En gros, il y a 3 paramètres sur les photos pour gérer la lumière. Vous avez soit la vitesse d'obturation, donc soit quand vous êtes en photo de sport, soit vous êtes en photo de nuit, et vous allez changer votre vitesse d'obturation pour capter plus ou moins de lumière. Soit vous avez l'ouverture focale avec les objectifs, où vous allez avoir un fond flou, plus ou moins, en fonction de la focale que vous allez choisir. Soit vous avez les ISO. Attention, les ISO. Ça coupe. Yes. Les ISO, en fait, c'est le signal électrique qui va être amplifié et qui va du coup dénaturer un petit peu votre image, en tout cas abîmer un petit peu votre image. Mais c'est les 3 paramètres qui vont gérer la lumière. Baissez un peu la luminosité sur vos smartphones. Pourquoi ? Parce que votre smartphone, son objectif, c'est d'avoir une photo où tout est visible, tout est à peu près lumineux. Il n'y a pas de zones qui sont trop sombres, il n'y a pas de zones qui sont trop éclairées. Le smartphone, il va lisser tout ça pour avoir selon l'intelligence artificielle, la meilleure photo possible. Mais en réalité, c'est là où on perd le côté un peu artistique, c'est-à-dire que si on veut des lumières, des hautes lumières un peu poussées, on les a pas, et si on veut des basses lumières bien basses, on les a pas non plus.
Donc baissez un peu la luminosité, pourquoi? Parce que souvent vous retrouvez beaucoup plus de texture en baissant un tout petit peu la luminosité de votre smartphone. Normalement sur tous les smartphones, en appuyant sur l'écran, vous avez le paramètre luminosité qui s'affiche et vous baissez. Alors je crois que sur Apple c'est vers en bas et sur Samsung c'est vers la gauche. Ça je vous laisserai regarder en fonction de vos marques de téléphone puisque je ne les connais pas toutes. Mais c'est un petit élément, ça marche très très bien sur les paysages. Cette astuce-là, peut-être un petit peu moins sur les visages, et encore une fois, ça dépend aussi de la lumière que vous avez. Moi, je vous ai fait un petit exemple juste après. Attention, photo de qualité. Donc, je suis allé pas loin. Hein, c'était derrière là-bas. J'ai pris la pelouse du Rubik's Co. Donc, une pelouse de qualité aussi, décidément. Le Rubik's Co, ils sont forts. Avec ces deux petites fleurs, et du coup, je l'ai refaite en baissant un petit peu la luminosité. Encore une fois, la photo est pas dingue. Je le fais. Mais je suis là pour vous montrer mes photos. Là, on voit que en fait la luminosité des fleurs, elle a quasiment pas bougé parce que le téléphone a considéré que c'était la bonne lumière. Par contre, derrière, on a un petit peu plus de texture et on a surtout plus de contraste. Le contraste, c'est aussi ça qui va faire le succès d'une photo sur les réseaux sociaux. En fait, si vous avez une photo toute fade, soit c'est un parti pris et ça uniformise un peu toutes vos photos, c'est votre patte, c'est votre marque de fabrique et là c'est ok. Soit c'est pas du tout un parti pris et vous avez pas du tout réfléchi si votre photo elle était fade, contrastée, colorée, lumineuse, et du coup là c'est un petit peu dommage parce que peut-être vous passez à côté de quelque chose. Si vous avez des éléments colorés, si vous avez des éléments avec des lumières un petit peu plus fortes, un petit peu plus hautes, c'est là où votre photo va être plus contrastée, avec des ombres aussi en basse lumière, plus sombres. Les photos vont être plus contrastées et du coup là ça pète un petit peu plus et ça ressort un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Dites-vous que sur les réseaux, on scrolle jusqu'à ce que notre regard il fasse waouh, cool. T'as de beaux yeux. Et là on s'arrête. C'est un peu ça. Et du coup il faut avoir des photos contrastées ou en tout cas des photos qui captent un petit peu le regard, qui captent l'attention. Le problème aujourd'hui, c'est que plus ça va, plus on en connaît un rayon sur la photo, plus on a des smartphones qui font des belles photos. Et en fait, on est tous sur un pied d'égalité. Donc il faut qu'on arrive soit à être meilleur en photo, soit à trouver la bonne parade pour avoir une photo qui fonctionne et qui passe bien. Toujours dans la logique de baisser la luminosité sur un paysage, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'elle est un peu sombre celle-ci. Ça c'est sur les bords de Loire, où je prends des photos souvent parce que c'est beau. Et là j'avais baissé énormément la luminosité parce qu'il y avait le côté un petit peu orageux avec le ciel gris, mais j'avais un gros point de lumière sur l'eau que je trouvais intéressant et du coup j'avais fait cette photo. C'est devenu mon fond d'écran et ça m'a bien servi pour aujourd'hui. Donc voilà, à peu près, c'est un peu mieux que l'herbe, je crois. Règle bonus, utilisez les fenêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-vous près des fenêtres quand vous faites des portraits ou même si vous devez photographier des objets, essayez d'être près d'une fenêtre. La lumière du jour, c'est la lumière la plus forte que vous trouverez dans votre journée, la lumière du soleil. Ce qui est moins le cas de la lumière artificielle, qui est plus douce et en général qui est faite pour éclairer une pièce, qui est pas faite pour éclairer des gens. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si je dois vous prendre en photo, comme ça a été le cas tout à l'heure, en se servant de cette lumière-là, je sais pas si vous allez le voir, mais normalement, enfin je pense, j'ai les yeux qui sont un petit peu dans l'ombre, j'ai des ombres un peu dégueulasses, donc déjà on perd le regard parce que la lumière elle est en douche, donc on perd le regard. Là je dois avoir une ombre pas folle. Bon, ça va parce que j'ai de la barbe, mais quand on n'a pas de barbe, ça peut donner un petit côté Hitler qui est très sympa. Et au niveau du menton, c'est pas fou non plus. Alors que si je suis sur une fenêtre, normalement, vous allez peut-être pas voir de là où vous êtes. Pardon, Facebook et tout ça, je suis près d'une fenêtre, c'est pour ça. Vous me voyez pas, mais je reviens. Si je suis là, j'ai une lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus diffuse, qui vient moins d'en haut et qui, du coup, me fait peut-être un petit éclat dans l'œil aussi, qui peut être sympa. Je me vois pas du tout, donc si ça se trouve, je vous dis n'importe quoi. Si ça marche. Parfait. Donc utilisez les fenêtres pour faire tout ça. Si vous avez la lumière naturelle, quoi. ouais, c'est ça. Mais je dis les fenêtres parce que souvent on est en intérieur, voilà. À l'inverse, quand on est dehors, c'est très contradictoire, c'est marrant. À l'inverse, quand on est dehors, évitez de vous mettre en plein soleil. Quand le soleil il tape fort, n'y allez pas. Quand c'est très nuageux, c'est très cool parce que la lumière est très douce, donc ça passe très bien. Mais quand le soleil est très fort, déjà vous allez être comme ça. Donc les rides du coin des yeux, arrivés vers 30 ans, là, bah on les voit vachement plus. Pardon pour les trentenaires qui ont des rides. Et en plus de ça, ça fait des ombres très très dures et très très marquées. Donc pareil, on retrouve un peu ce que je vous ai dit là, mais encore plus fort, parce que vous allez avoir le front qui brille, vous allez avoir des ombres ici, vous allez avoir le nez qui brille, vous allez avoir des ombres dégueulasses ici. Donc mettez-vous plutôt à l'ombre. À l'ombre, la lumière sera plus diffuse.
et du coup votre photo risque d'être un petit peu mieux. Enfin en tout cas le visage va être un petit peu mieux. Si par contre c'est pour du paysage, a priori les collines et les arbres ils font pas ça donc c'est bon. Donc là vous pouvez y aller en plein soleil, ciel bleu, etc. Tout va bien. Mais quand c'est des humains, faites attention au plein soleil. Souvent j'ai eu le cas sur un mariage il y a pas longtemps. Oui je vous raconte l'anecdote, j'ai le temps. Oui ça va. J'ai eu le cas sur un mariage où je prenais tous les groupes à l'ombre parce que justement je voulais éviter que tout le monde soit comme ça, aveuglé, etc. Et j'ai une tati ou je sais pas qui est arrivée à côté qui dit « Mais pourquoi vous les faites à l'ombre, faut les faire en plein soleil ?» Oui, c'est pour ça que je suis photographe et pas vous. Mais bref, on a tendance à aller vers le soleil assez naturellement, ce qui est logique, mais en réalité, ça crée quand même des effets sur le visage. Le soleil derrière soi pour avoir la lumière du soleil, mais en fait, ça se retrouve en face de la personne qu'on veut photographier. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, ça rend pas fou, et suivant l'heure où le soleil est, c'est pareil, ça peut créer des effets. Après, vous avez des trucs très cool, hein, quand c'est le coucher du soleil, par exemple, et que vous avez un rayon qui passe, voilà, et que vous êtes dans cette teinte orangée, etc. Faites un selfie, ça rend bien. Donc voilà, donc utilisez les fenêtres ou en tout cas les sources de lumière les plus fortes que vous ayez. Mais c'est vrai que moi maintenant, quand je rentre dans un lieu, je repère vite les fenêtres pour savoir où est-ce que potentiellement je pourrais faire les photos. Enfin, quand je travaille, hein, quand je travaille pas, les fenêtres. Règle encore bonus. Ouais, j'ai mis 2 règles bonus. N'utilisez jamais le zoom numérique. C'est le pire truc du monde, le zoom numérique. Zoom numérique, je sais pas si vous voyez à peu près de quoi je parle. En gros, vous avez aujourd'hui à peu près 2 zooms qui sont optiques, quand vous avez 2 objectifs sur votre appareil photo. Mais il vous propose d'aller zoomer encore un peu. Sauf que ça, c'est du zoom numérique. Donc le zoom numérique, c'est juste qu'il prend votre image et il la grossit. Donc si le pixel va grossir, tout va grossir, tout va être pas très jojo. Donc si vraiment vous n'avez pas le choix, autorisez-vous un tout petit poil de zoom numérique pour tricher, mais en vous disant que cette photo, vous pourrez pas zoomer dedans, vous pourrez rien en faire après. Enfin, vous pourrez pas la retravailler plus que ça après. Sinon, privilégiez vraiment le zoom optique et déplacez-vous. Ça, moi, c'est un truc que j'ai appris au tout début de ma carrière, où j'avais un objectif 50 mm, donc c'est-à-dire une focale fixe, et j'avais pas possibilité de zoomer. Et c'était le meilleur exercice que j'ai fait parce que en fait, ça me forçait à me déplacer, à aller chercher l'angle, à aller me rapprocher plus ou moins de mon sujet, tout en étant discret parce qu'il faut pas qu'on me voit, machin. Et c'était hyper cool. Avec vos téléphones, faites un peu la même chose. Évitez de rester statique et de vouloir tout prendre, et déplacez-vous, orientez votre téléphone, rapprochez-vous pour avoir un plus bel effet et une meilleure photo de meilleure qualité. Et sur smartphone, comment tu gères parce que moi je connaissais pas l'existence justement de ce zoom numérique et zoom optique. Eh ben, zoom numérique, alors zoom optique en général t'as x1, x2 ou x0,5 en fonction de ton appareil, donc ça c'est les zooms optiques, donc ça va changer en fait ton objectif qui est utilisé. Et zoom numérique, tu as parfois, alors sur iPhone, je m'en sers jamais, donc du coup je sais pas trop, mais sur iPhone je crois que c'est une demi-sphère en fait où tu peux balader ton doigt et zoomer plus ou moins. Et du coup tu peux aussi dézoomer pour avoir un grand angle. Ces photos-là, elles sont pas de bonne qualité aussi ? Alors en fait, si tu veux avoir le grand angle, tu vas utiliser le grand angle. Tu peux pas plus reculer, en fait. Oui, mais du coup, tu as un objectif pour le grand angle, a priori. Donc c'est cet objectif-là qui va être pris en priorité. Et de cet objectif-là, tu vas pouvoir zoomer. D'accord. Mais si tu zoomes à partir de cet objectif, ça fait le même effet. Sur le grand angle, sans rentrer dans le détail, c'est un petit poil moins gênant, puisque le grand angle a tendance à capter plus de lumière et plus d'informations. Donc tu vas avoir un peu moins de perdition sur ce truc-là, sur ce moment-là, mais je préfère le déconseiller de manière nette. Je déconseille, j'interdis pas, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà, c'est un peu. Je vois des fois des photos qui sont très pixelisées. Jamais, c'est un peu directif quand même. C'est vrai. Ouais, utilisez-le jamais, du coup. Bien diffuser vos photos. Donc là, j'ai repris un peu la liste de l'utilisation des photos qui pourrait être faite. Encore une fois, quand vous faites votre photo, quand vous choisissez un prestataire ou quand vous décidez de faire les photos vous-même par manque de budget, par exemple, il faut savoir où ça va aller pour savoir quel type de photos vous allez faire. Je vous ai beaucoup parlé des réseaux sociaux, avec des photos très contrastées, avec des photos qui marchent, avec un format, ça je vous l'ai pas dit, mais un format idéalement portrait pour que ça prenne toute la place du téléphone quand on scrolle, etc. Sur un site internet, vous avez plus du tout la même problématique. Sur un site internet, vous faites plus ou moins ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des photos en noir et blanc sur un site internet. Sur les réseaux sociaux, c'est moins intéressant. Mais du coup, c'est pas la même chose. Si les photos sont pour un magazine,
il va vous falloir un traitement qui marche sur du print. Aujourd'hui, on voit beaucoup les photos à travers des écrans, donc avec un rétroéclairage. Si vous partez en print, ça n'a plus du tout la même tronche vraiment. Donc il faut être sûr que la photo, elle corresponde à ce que vous voulez quand ça part en impression. Sur les flyers, pareil. Les flyers, vous avez potentiellement qu'une photo à mettre. Peut-être deux si on fait recto verso, mais évitez les montages photos sur un flyer. Le format est trop petit, la photo a moins d'intérêt. Donc trouvez la photo qui va plus parler dans le cas d'un flyer et qui va parler aux gens qui utilisent les flyers. Vous me suivez toujours ? Une affiche, c'est le problème inverse. Une affiche, ça va être en très très grand. Je pense à un 4 par 1000 là qu'on voit, je sais jamais les ratios, mais les grands panneaux publicitaires qu'on peut voir sur les routes, c'est des formats qui sont immenses. Donc là, si vous prenez pour faire ça votre photo smartphone dans laquelle vous avez utilisé le zoom numérique alors que je l'avais interdit et que vous utilisez cette photo-là pour faire un énorme print, bah, votre photo en fait elle va être archi dégueu quoi. Donc privilégiez des photos vraiment spécifiques pour chacune des utilisations. Je vais pas parler de la newsletter. La newsletter, c'est pareil, vous n'allez pas être dans le même registre que sur les réseaux, que sur votre site, que sur une affiche. C'est encore un autre canal et c'est encore un autre discours qui peut être fait. Donc sur la newsletter, vous allez aussi avoir des photos dédiées, on va dire, à la newsletter. Je mets dédié entre guillemets, mais en tout cas avec un discours particulier. Sur des photos de produits, je prends l'exemple de quelqu'un qui a un site web marchand, Ouais. qui veut mettre en valeur ses photos de produits qu'il a à vendre. Est-ce qu'il prend en photo simplement le gobelet ou sur chaque photo, il met en scène le produit qu'il doit vendre? Pour quelle utilisation ? Site internet pour le coup. Site internet, tu as deux possibilités aujourd'hui. Tu as le côté packshot où effectivement tu vas avoir donc que le produit sur fond blanc ou sur fond noir ou sur voilà, où vraiment on se concentre que sur le produit, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Ensuite sur les réseaux sociaux, c'est idéalement une photo qui va être plutôt mise en scène pour raconter une histoire, pour attirer, capter un petit peu le regard, capter un petit peu l'attention. Et du coup, sur le même produit, bah, on revient sur la boîte de thé. Hein. C'est à la boîte de thé toute seule, c'est plutôt du packshot. La boîte de thé avec une petite mise en scène, c'est plutôt pour les réseaux sociaux. La newsletter, tu peux avoir un mix des deux. C'est-à-dire que tu peux avoir la photo mise en scène parce que c'est ce qui va te donner envie et la photo packshot pour vraiment qu'on voit le produit dans son entièreté. Aujourd'hui, ce qui existe aussi, c'est la vue 360 du produit, qui est encore autre chose. Pour le magazine, tu vas être sur un mix des deux, c'est-à-dire que ça va être un packshot produit, mais qui va être un petit peu habillé. Donc tu vas avoir que le produit sur ta... T'imagines une page A4 avec un parfum, par exemple, parce que ça se voit beaucoup dans les magazines. Enfin, ça dépend des magazines qu'on lit en même temps. Donc t'as le parfum, t'as la photo du parfum, mais qui va être un petit peu mise en scène. C'est pas forcément... Alors, pardon, quand je dis mise en scène, c'est pas forcément contextualisé dans ton quotidien, mais c'est habillé, tu vas avoir peut-être de la flotte, tu vas avoir des trucs qui brillent autour, tu vas avoir des choses comme ça. Donc t'es sur un packshot, mais un peu plus travaillé. Sur ton flyer, tu peux retrouver à peu près cette photo-là. Et sur l'affiche, en général, tu vas avoir la photo travaillée avec Johnny Depp à côté, par exemple. J'ai pris Johnny Depp au pif, parce que j'adore cette campagne de sauvage où il a l'air un peu sauvage. Voilà. Des questions par rapport à tout ça ? Je peux demander depuis tout à l'heure, je trace, mais... Non, ça va, c'est clair ce que je raconte ? Cool. Est-ce que vous voulez qu'on... On a 4-5 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu plus des réseaux sociaux et des spécificités Facebook ? Oui, oui. Donc les réseaux sociaux, on va parler surtout de Facebook, Instagram, LinkedIn. Je passe YouTube et TikTok parce que pour le coup, c'est vraiment format vidéo, mais on peut tricher. Je vais vous dire comment. Sur Instagram, en plus de ça, il y a les formats Reels, les formats Story, les publications. Et donc tout ça, c'est des photos qui sont un petit peu différentes. Sur Facebook, on est moins embêté par le format, par ce qu'on va faire comme photo sur Facebook. Sur Facebook, ce qui marche, c'est tout ce qui va être un peu communautaire. Donc dès que vous avez des groupes, dès que vous avez des équipes, dès que vous avez un thème qui fédère une communauté, typiquement la communauté geek, par exemple, sur les films Marvel, vous avez je sais pas, je parle de ça parce que j'adore, mais vous avez plein de trucs qui sont possibles en fonction de votre secteur d'activité ou en fonction de qui vous êtes. Parce que là, ce que je vous dis, ça marche pour le pro et pour le perso, hein, tout ce que je vous ai dit. En fonction de qui vous êtes, vous allez retrouver des groupes de gens qui sont sur Facebook et c'est ce qui marche le mieux. Aujourd'hui, on voit aussi que la moyenne d'âge de Facebook a tendance à augmenter un petit peu, donc c'est ceux qu'on appelle les boomers qui sont un peu plus sur Facebook. Et donc du coup, les codes photos changent aussi, c'est-à-dire qu'on va pas faire un truc... hyper tendance de ceux qui ont 20 ans, mais moi je suis dépassé par ça, de ceux qui ont 20 ans, etc. Sur Facebook, ça va pas prendre parce que ça va pas trouver son audience. À l'inverse, une photo qui fait
très amateur de quelqu'un qui a sa notoriété, grande ou pas grande, peu importe, mais va fonctionner parce que tout le monde va vouloir soutenir cette personne, parce que les gens vont venir mettre un like, ah ouais, t'es génial, ah ouais, c'est trop cool, etc. Et ça marche plutôt bien sur Facebook. Pas trop de trucs tendance, de trucs un petit peu soft de groupe, d'équipe, avec une thématique un petit peu identifiée, ou alors le portrait du gérant ou de la gérante de la boîte qui fonctionne pour faire parler de sa boîte. Le format, que ce soit pour Facebook ou pour Instagram, qui est à privilégier, comme je disais tout à l'heure, c'est le format portrait, tout simplement parce que quand vous scrollez sur votre téléphone, l'objectif c'est que votre photo prenne le plus de place possible sur l'écran de la personne qui est en train de regarder, parce que plus ça prend de la place, plus potentiellement on va vouloir s'arrêter dessus. Il y a quelques contre-exemples, je trouve, qui fonctionnent quand vous avez une photo plus classique, on va dire, en paysage. Aujourd'hui, on peut s'arrêter dessus justement parce que tout le monde fait des photos portraits, parce qu'on a dit à tout le monde de faire des photos portraits. Et sauf que si vous prenez le contre-pied, bah ça peut marcher. Donc en fait, il n'y a jamais vraiment de règle, c'est-à-dire que si tout le monde applique une règle, appliquez celle qui n'est pas appliquée. Et comme ça, vous pouvez un petit peu vous démarquer, vous pouvez sortir du lot. Pareil, je parlais tout à l'heure du noir et blanc, donc Instagram ou Facebook. Le noir et blanc, pour moi, le noir et blanc, j'ai l'impression que quand on fait un portrait en noir et blanc et qu'on le poste sur les réseaux, c'est que la personne, elle est peut-être décédée, a priori. On est plus sur un côté deuil sur ce type de photos-là, souvenir, hommage, etc. Et du coup, des fois, on voit des photos noir et blanc, on se dit ah non, c'est bon, elle est vivante, tout va bien. Mais du coup, ça perd un petit peu les personnes qui regardent en fait les réseaux. Donc, privilégier quand même la couleur, sauf dans le cas d'un hommage où là, tout est autorisé. Voilà, sur Instagram, donc vous avez le format carré aussi qui fonctionne encore un petit peu. Donc le format carré, c'est le bon compromis si votre photo elle est pas en portrait mais que vous l'avez prise en paysage et que vous devez du coup faire un format carré parce que vous voulez pas du paysage. Ça, c'est plus facile à recadrer en respectant les règles de composition que je vous ai dit tout à l'heure, idéalement. Alors c'est pour ça aussi, je fais une petite parenthèse. Vous me dites sur le chrono, hein, parce que là moi je suis parti sur Instagram, j'en ai encore pour 1 heure. Évitez de recadrer les photos de gens qui ont fait la photo. Si vous avez fait appel à un photographe et que vous voulez poster sur les réseaux, que vous voulez mettre votre photo en portrait, que vous voulez machin, prenez le temps de poser la question, de savoir si c'est possible d'avoir un recadrage carré, par exemple, parce que le photographe a potentiellement utilisé des règles de composition, a potentiellement voulu raconter quelque chose dans sa photo, avec une ligne directrice, avec une lecture de la photo. Si vous recadrez ça, la photo ne veut plus rien dire. Et donc du coup, pour vous, elle perd de son intérêt et de sa force, et pour le photographe, bah, il se dit pourquoi je me suis fait chier à... Oui, je vous parle de manière très transparente. Pourquoi je me suis fait chier à cadrer de cette manière-là, si en fait c'est pour que ça se retrouve sur un format carré que moi je n'ai pas construit. Donc c'est pas de l'ego de photographe, hein. C'est vraiment, je vous explique pourquoi. C'est que au départ, il y a un travail qui est fait, il y a un regard qui est posé sur un moment. Je prends le cas des photos de reportage, hein, qui est posé sur un moment. Si vous recadrez ce truc-là, bah ça a plus grand intérêt, puisque c'est pas votre regard, mais c'est votre cadrage, et du coup, bah ça marche pas, ça fonctionne pas. Et je parlais tout à l'heure de tricher à partir de photos pour faire des reels notamment. Alors, est-ce que vous avez tous à peu près entendu parler des reels ou des réels sur Instagram? Donc c'est le format vidéo qu'Instagram met énormément en avant. C'est le format qui concurrence TikTok. Donc Instagram, il veut rester un peu dans la course. Donc il a sorti ce format-là. Sauf qu'Instagram, au départ, c'est un format photo. Enfin, c'est plutôt un réseau social pour les photos. Et là, ils se mettent à fond sur les vidéos. Donc si vous êtes sur Instagram et que vous scrollez, il y a de fortes chances pour que vous ayez d'abord 3 vidéos, après une publication sponsorisée, après une publication suggérée. Et si vous êtes encore là après, vous avez les comptes que vous suivez qui apparaissent. Mais ça arrive un petit peu tardivement. Si vous n'avez pas les moyens de faire une vidéo, parce que vous pouvez pas avoir une équipe de tournage, ou parce que vous n'avez pas le temps de faire une vidéo, etc., ou parce que vous fait chier, vous prenez vos photos et vous faites défiler vos photos, en fait. Et ça fait une vidéo, à partir de vos photos. Et Instagram... Mince, je suis filmé, j'avais oublié. Bonjour Instagram. Du coup, voilà. Il y a des liens entre Facebook et Instagram. De quoi? Il y a des liens entre Facebook et Instagram. Ah, il y a plus que des liens, oui. C'est pour ça, je dis pardon. Mais non, en fait, il y a moyen de tricher par ce biais-là. Je vois beaucoup de photographes, moi, qui le font. Alors pareil, après, il faut donner du sens à l'enchaînement des photos, évidemment. Il faut raconter quelque chose à travers ça. Mais vous pouvez tricher de cette manière-là. Du coup, faire vos photos vous-même. Alors, par exemple, je vous donne un exemple très basique. Vous êtes dans une entreprise, vous avez votre semaine du lundi au vendredi, machin classique. Vous faites 1-2 photos par jour sur ce qui se passe. Soit vous êtes en déplacement, soit vous êtes au bureau, vous prenez un café.
Je vous ai donné un exemple pour la photo du café. Vous voyez vos collègues, vous faites un portrait, machin. Ben à la fin de votre semaine, vous mettez toutes les photos bout à bout, vous faites une vidéo et vous dites bilan de ma semaine au début du Reels. Vous envoyez ça vous fait un Reels, vous êtes content, Instagram il est content et potentiellement l'entreprise, elle est entre guillemets un peu plus mise en avant sur Insta parce que vous avez fait un Reels qui vous a pas pris beaucoup plus de temps que ça puisque les photos vous les avez faites au fur et à mesure et à la fin vous assemblez tout ça et vous diffusez. Sur LinkedIn, ça a moins d'intérêt de faire ça. Sur LinkedIn, le format vidéo est pas hyper présent. Ce qui marche bien, c'est les carousels. Donc si je reprends le même exemple, si on était méchant, on fait un carrousel sur la semaine. Première slide du carrousel le lundi, deuxième slide du carrousel le mardi. Bon, après, il faut raconter l'histoire qui va avec, parce que on est quand même sur LinkedIn, on n'est pas sur Facebook, ni voilà. Mais vous avez cette possibilité-là. Donc en fait, avec la même série de photos que potentiellement vous avez utilisées en story aussi, comme ça, hop, vous avez avec 2 photos par jour, vous avez à la fois du contenu pour Facebook, à la fois du contenu pour Instagram, à la fois des Reels pour Instagram, à la fois un carrousel pour LinkedIn, et peut-être, s'il y en a une qui est vraiment géniale, vous avez une publication LinkedIn que vous faites la semaine d'après. Et du coup, votre création de contenu, elle est faite pour la semaine, elle est faite pour les 3 réseaux sociaux, et vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles en vous disant « j'ai communiqué cette semaine ». Voilà. J'ai envie de m'arrêter là-dessus parce que j'aime bien cette fin. C'était ma question en fait, sur quel support travailler. On va refaire une photo. Parce que finalement, au début de tes propos, c'était il y a une photo pour un support. Oui. Et ce qu'on voit dans la majorité des cas, c'est je prends ma photo et puis je fais un post LinkedIn que je fais à peu près l'identique sur Facebook, à l'identique sur Instagram. Alors ça, c'est réseaux sociaux. Donc si on reprend du coup ça, c'est une photo, un support. Et tu vois que les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, machin, j'ai tout mis dedans. Alors effectivement, après, si on veut pousser, faites des photos spécifiquement pour Facebook, en respectant les codes Facebook, en regardant ce qui marche dans le cas de votre entreprise. Parce que là, du coup, c'est vraiment du cas par cas. Mais votre entreprise, vous avez peut-être une thématique ou un format photo qui va fonctionner en fonction de ce que vous racontez. Donc ça, trouvez-le pour Facebook et gardez ça et dupliquez-le. Sur Instagram, privilégiez les carousels et les reels malgré tout et faites des photos pour les stories. Mais ça, c'est encore une autre façon de raconter l'histoire. Donc vous pouvez faire ça spécifiquement pour Instagram. Et pour LinkedIn, tu peux refaire effectivement une photo. Mais force est de constater que même moi qui fais, on va dire, 1000 photos par semaine, je n'ai pas le temps de choisir pour quel réseau social on va prendre telle photo, etc. Il faudrait qu'on ait tous un community manager chacun qui travaille pour nous et qui puisse faire tout ce travail-là, mais c'est juste immense. Donc c'est pour ça que je développe pas plus que ça, parce que c'est hyper chronophage et que je vais pas dire que ça sert à rien, mais dans nos cas à nous, je pense que ça c'est suffisant. Et souvent c'est le manque de temps qui fait qu'on ne crée pas de contenu en fait. C'est qu'on n'a pas le temps de penser à faire une story, on n'a pas le temps de penser au cadrage, on n'a pas le temps de penser à tiens là si je faisais une photo. Et du coup, si déjà on arrive à avoir 2 photos par jour, tu vois, grosso modo, 2 photos par jour, et qu'à la fin de la semaine on se dit ok, comment je les utilise, déjà c'est cool parce que si on n'a qu'un post par semaine, c'est le minimum et ça permet d'avoir une petite actualité, de montrer quand même ce qu'on fait et d'être un petit peu présent. Pour ceux qui sont pas du tout adeptes et ou addicts des réseaux sociaux, c'est un effort d'autant plus grand que ils peuvent être flippés en tout cas d'aller sur les réseaux. Donc pour moi, il faut pas se charger en se disant faut tout faire de manière incroyable et on va faire des reels de coup et on va faire non, partez de simple, et si déjà vous arrivez à tenir la cadence avec du simple, un jour vous faites un kiff et vous dites voilà, on va faire un reels, ça va être incroyable. Et t'as un reels fou qui sort dans le mois, mais c'est pas grave en fait. L'important c'est que vous kiffiez ce que vous êtes en train de faire, que ce soit chouette pour vous, que ce soit pas des moments de stress et d'angoisse et de galère à dire comment on poste, je sais plus faire, qu'est-ce que j'écris, c'est quoi les hashtags, qu'est-ce qu'il faut raconter, je sais pas comment taguer Soufiane. Pourtant c'est simple. Mais non, mais c'est plein de questions qu'on se pose quand on est face à un post. Donc si on peut se limiter déjà sur la création de contenu et aller un peu à l'essentiel pour avoir un peu de contenu et le dupliquer, c'est plutôt pas mal. Tout va bien? Merci Adrien. S'il y aura des questions? Ouais. Faut refaire une photo, vous. On en refait. Photo test numéro 2, c'est marqué, donc on n'a pas le choix. Donc faut en refaire une à partir de tout ce que j'ai dit. J'ai une question sur le cadrage. Oui. Avec tes grilles. Oui. Donc ça, c'est accessible dans n'importe quel smartphone.
Alors, tu as les grilles, celles que moi j'utilise, oui. Tu as une option grille qui te permet d'avoir les traits de base. Après, tu as la Golden... En plus, c'est la grille d'Adrien. Ouais. Bah, j'ai Oui, c'est comme ça qu'ils l'appellent. J'ai donné le brevet à tous les smartphones. La grille d'Adrien, ils appellent ça. j'ai mis tout à l'heure. Ok. C'était loin, les grilles, dis donc. Donc ça, pour faire une photo, c'est essentiel de la mettre. Une photo de portrait. Non, alors t'es pas obligé de la mettre. C'est juste d'avoir conscience des lignes que tu peux utiliser dans ton cadrage. Il y a un autre exemple. Je l'avais pris exprès pour vous, puis je l'ai pas mise dans le diapo. Je suis bête. J'étais à un mariage l'autre jour et j'avais un petit porte-clés en forme de tête de mort mexicaine sur la table. Je vous laisse imaginer ce qu'était le thème du mariage, on s'en fiche. Mais du coup, c'était tout petit et j'avais pris comme exemple le fait de prendre de dessus et le fait de me mettre à la hauteur. C'était pour illustrer le truc, mettez-vous à la hauteur du sujet. Et autour, il y avait toutes les flûtes et tous les verres qui étaient debout. Et en fait, clairement, ça rentrait dans cette ligne-là, puisque vous aviez la tête qui était là, et les verres, en fait, qui faisaient les lignes droites et qui marquaient. Mais ça, j'ai pas utilisé la grille vraiment pour composer mon image, c'est juste que les grilles étaient déjà là, représentées par les verres, et donc du coup, après, tu composes un peu autour. Donc t'es pas obligé d'afficher la grille sur le téléphone. Celle-ci peut aider, même pour faire une photo droite, des fois, ça aide un petit peu, d'avoir cette grille-là, mais t'es pas obligé d'avoir la grille. C'est de l'environnement. Oui, c'est ça, c'est ça. Les murs. C'est avoir en tête que ton cadrage, tu vas, parce que c'est pareil, là, tu vois, t'as que des formats carrés, par exemple, enfin, sauf celui-là, et celui-là. Mais si t'as un portrait, enfin, une photo paysage, tu vas peut-être moins utiliser ce système-là et utiliser autre chose, tu vois. Donc t'es pas obligé d'afficher la grille, mais ça peut être un point d'aide si tu veux te dire, mon sujet, je vais le mettre sur tel angle, ou sur tel angle, ou sur tel angle, ou sur tel angle. Ça peut aider. Bon, Soufiane, il a une excuse, il a plus de batterie. J'ai le problème que tu avais mentionné. Ah, tu vois Et du coup, on n'aura pas... on n'aura pas le avant-après, bon tant pis. On va la faire avec le mien, mais t'as pas du coup la même qualité d'image. Non, puis... Il faut juste le Ça ouais. En attendant, est-ce que vous avez des questions ou des points où vous voulez aller un peu plus loin, des choses que j'aurais pas abordées, que vous attendiez ce matin? Faut respecter ce que j'ai dit. L'objectif, c'est de reprendre toutes les règles et de les respecter. On peut la travailler à deux ou je le laisse faire? Non, vas-y, tu peux l'aider si tu veux. Parce que moi, je me mettrais du coup plutôt lumière. Ouais, c'est bien que vous soyez mis à deux sur la... Ah ouais. Ah, je pensais pas que ça allait sortir sur le grand écran, mais c'est cool. Parce que tu l'as envoyé? Ouais. Ouais, même la faire à 3. Allez. Décolle-toi un tout petit peu du mur. Avance-toi. Tu vas mettre tes épaules légèrement comme ça. Voilà. Et toi, tu reviens vers moi. Et toi, tu vas te mettre comme ça. T'as pas de zoom? Si, vas-y, clique là. Plus 1. Ouais, recule un peu du coup. Voilà. Et Maxime, tourne un petit peu la tête vers l'extérieur. Ouais, comme ça. Et en cadrage, on va venir mettre les yeux sur la ligne qui est imaginairement ici. Voilà. C'est bon? Ouais, mais attends, parce que Maxime, il triche avec ses épaules. Bouge tes pieds, voilà. Parfait. Et on regarde un peu comme ça. Vas-y. Super. L'idée, c'est pas de vous montrer des photos incroyables. Et je dis pas ça parce qu'elle est pas incroyable, elle est cool. Hein. C'est pas ça. C'est juste de vous dire qu'avec 2-3 petites modifications, 2-3 petits changements, la photo peut prendre une dimension qui n'a rien à voir. Et pareil, chacun aura son œil et son regard sur une photo, donc chacun prendra la photo comme il aura envie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, si je peux dire. L'autre jour, j'ai vu un photographe qui avait organisé un workshop, donc un atelier, avec plusieurs photographes ou apprentis photographes. Et en fait, avec la même lumière et le même modèle, il s'est retrouvé avec 2 photos qui avaient rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a un photographe qui a pris un grand angle pour faire une photo comme ça, donc très contre-plongée, et il y en a un autre qui a pris pas un grand angle, et qui s'est mis vraiment en face, et avec la même lumière et le même modèle, ça n'avait rien à voir. Oui, je sais, c'est très abstrait, parce que je vous montre pas les images, mais... On arrive à quelque chose ou pas? Faut attendre 2-3 minutes. Ok. On peut meubler avec des questions. Je te l'envoie sur notre groupe Petit Déj Pro. Concernant la diffusion sur les réseaux sociaux et les photos de groupe ou type événement, comment ça se passe, les droits à l'image?
Alors les droits à l'image, c'est la partie toujours un petit peu délicate avec des frontières. C'est honnêtement pas la partie où je suis le plus expert, mais il y a deux possibilités, deux cas de figure. Soit on met de l'affichage un peu partout pour dire vous allez être pris en photo. Durant cet événement, il y a photographe et vidéaste, donc vous risquez d'apparaître à l'image dans le cadre de promotion, etc. machin. Et ça, si c'est affiché partout, c'est déjà un bon élément parce que les gens sont prévenus, donc s'ils veulent pas être pris en photo, bah, il s'agit d'aller voir le vidéaste ou le photographe et puis de lui dire. Après, quand c'est des événements publics, a priori, c'est pas gênant puisque c'est un événement public. Donc c'est dans le cadre d'événements privés où là, il faut faire signer des autorisations. Mais sinon, événement public, il n'y a pas de problème. Et si les photos sont pour un usage interne, bah là, vraiment, il n'y a pas de souci puisque les photos sont pas divulguées. Mais ça, faudrait plus se rapprocher. Enfin, c'est dans mes projets d'aller me rapprocher effectivement de gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans parce que c'est très pointu, très spécifique. Chaque cas est un peu différent. Si vous êtes dans le cadre d'un rendez-vous professionnel, si vous êtes là en tant que citoyen lambda avec vos enfants, bon, les enfants en général, on évite à fond. Mais après, moi, je sais que j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire j'ai pas trop envie d'être pris en photo. Je dis pas de souci, je vous prends pas en photo. Quand c'est dans le cas d'un mariage, a priori, ça reste dans le cercle familial, donc je suis pas trop embêté non plus. Et après, quand c'est oui pour, je pense au Startup Weekend Women que j'ai pu faire ou au TEDx, les gens savent qu'il y a un photographe, ils le voient, ils savent qu'il y a de la captation, ils savent tout ça, donc s'ils disent rien, c'est qu'ils acceptent. Enfin, c'est un peu comme des photos dans la rue, quoi. Les photos dans la rue, la loi dit qu'on a le droit de prendre des gens qui sont dans la rue. C'est pas interdit parce que c'est public, parce que tout va bien. Mais par contre, se pose la question, si la personne que vous prenez dans la rue, elle est avec une personne avec qui elle est pas censée être, il y a quand même quelque chose d'impact. Je pense à quelque chose de très professionnel, y a pas de. Mais ça peut être impactant dans sa vie. Donc, est-ce que vraiment on peut le faire? Qu'est-ce qu'on s'impose? Où est-ce qu'on se limite? Après, c'est à chaque à chaque personne qui prend la photo de choisir ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il fait des photos de dos? Est-ce que moi, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup, parce que dans la rue, je pourrais en faire plein des photos de gens, des portraits. J'adore ça. Mais sauf que je peux pas, quoi. Enfin, je peux pas. Je pourrais. Légalement, je pourrais. Mais je sais que les gens sont de plus en plus réticents par rapport à ça. Donc, dès qu'ils voient l'appareil photo, ils peuvent être un peu agressifs. Donc, faut faire attention. Et si vraiment un jour il y a un cadre qui vous paraît incroyable, une lumière qui vous paraît incroyable sur deux personnes que vous ne connaissez pas, mais c'est incroyable, vous allez les voir, vous dites, excusez-moi, est-ce que je peux juste faire une petite photo? Est-ce que ça vous embête? Parce que vraiment là, tout est beau, tout s'y prête. Est-ce qu'on peut y aller? Ils vous disent oui, ils vous disent non. S'ils vous disent non, terminé. S'ils vous disent oui, faut juste retrouver le côté naturel qui était sympa. Et après, vous faites la photo, quoi. Voilà. J'ai pas une réponse plus précise que ça, mais quelques bribes d'éléments. On n'a pas trop parlé du retraitement de la photo par la suite. Oui, alors. Il y a un intérêt? Est-ce qu'il faut garder les photos naturelles? Est-ce qu'il faut passer du temps là-dessus? Ou est-ce que dans le monde professionnel, aujourd'hui, on n'a pas le temps et pour le coup, il faut la prendre telle qu'elle et... Là, moi, je m'adresse vraiment à vous en tant que non-photographe. C'est-à-dire que je sais que votre métier, c'est pas d'être photographe, donc j'ai pas parlé de retouche parce que, effectivement, c'est une étape supplémentaire. En sachant qu'aujourd'hui, une photo qui sort d'un smartphone, elle est déjà retraitée, en fait, par le téléphone en lui-même, ou par un appareil photo qui prend en photo en JPEG, par exemple. La photo est déjà un petit peu retraitée. Si vous prenez en brut, il y a moins de contraste, il y a moins d'éléments comme ça. Donc il y a déjà un petit traitement. Effectivement, on peut s'amuser à tout retraiter, mais c'est dangereux parce que ça prend du temps, c'est du temps en plus. Il faut retoucher des choses et parfois ça n'a pas trop d'intérêt. À savoir aussi que pour la partie réseaux sociaux, en tout cas, c'est peut-être moins vrai pour un flyer ou une affiche, mais pour la partie réseaux sociaux, plus la photo est authentique et dégage de l'authenticité, mieux elle va être perçue. En tout cas, les gens vont pas avoir l'impression de voir une pub, ils vont avoir l'impression de voir votre vie. Et donc du coup, si la photo est pas hyper retouchée, hyper retravaillée, ça peut jouer à votre avantage, parce qu'elle va être plus naturelle, comme tu disais, et plus authentique. Donc les gens vont être plus sensibles et vont pouvoir s'identifier. Si tout de suite elle est ultra léchée, super contraste, machin, très belle coiffure de la personne, maquillage, etc., on va voir qu'il y a un travail avant la photo, que la photo est vraiment travaillée pour nous vendre un truc, et du coup, on est un peu, on se met souvent en retrait dès qu'on voit une pub. C'est pour ça que les grandes marques, par exemple,
Peut-être vous les avez déjà vus si vous êtes sur Insta ou sur Facebook. Mais sur Insta, beaucoup, ils le font. Dans les stories, ils prennent justement le contre-pied. Ils font plus des trucs ultra léchés, ultra quali. Ils sont avec leur smartphone, ils filment quelque chose. Et le temps que vous compreniez qu'en fait, c'est une pub, vous avez déjà, 5 secondes de la story qui sont passées. Et après, vous dites, ah, je me suis fait niquer. Je me suis fait avoir. Pardon pour les enfants qui nous écoutent. Donc ça, c'est le après. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est baisser un petit peu la luminosité, mais c'est pas très grave. Au-delà du collier de perles qu'il y a derrière, ce qui est intéressant, c'est le contraste qu'on a beaucoup plus que tout à l'heure. On a le regard qui pétille un petit peu, et même ici il brille, donc le eye contact, il est OK. On a les épaules, bon ça c'était... ça je l'ai pas dit, mais les épaules légèrement de biais, en fait, ça évite d'avoir un bloc sur la photo. Peu importe la morphologie de la personne, hein, vraiment, il n'y a pas de distinction. C'est juste que ça peut faire un bloc, donc de se mettre un petit peu comme ça, c'est un petit peu mieux. Mais ça, vous n'allez pas dire à tous les gens que vous allez photographier. Tu peux te mettre un tout petit peu de côté, s'il te plaît. Donc ça, c'est plus à vous d'aller bouger, justement, pour éviter d'être face à quelqu'un dans le cadre d'un reportage ou quoi que ce soit. Au lieu de vous mettre face à quelqu'un, vous allez vous déporter un tout petit peu pour que la silhouette utilise le point de fuite. Tu remarqueras, Adrien, que nous, pour la caméra, on est aussi un petit peu de biais par Ouais. rapport à Facebook. Non, c'est bien, c'est pour qu'on pose bien. Salut. Et on a le contraste donc entre la partie vraiment lumière et la partie ombre qui interpelle un petit peu plus le regard quand on va scroller par exemple sur un réseau social quel qu'il soit. Je pense qu'on va pouvoir terminer avec cette photo. Ouais. On va la laisser là en fond d'écran pour toutes les prochaines locations. Et Adrien, à quel moment un entrepreneur il se dit là j'atteins mes limites, il faut que je fasse appel à un prestataire ou un photographe parce que soit il y a un enjeu, soit ce type de prestation-là, moi je peux pas. Enfin, à quel moment Alors, dit, tiens, faut peut-être que je délègue cette partie-là. Il y a un premier facteur qui est, pour moi, le plus gros facteur, c'est la question du temps. Quand vous êtes sur un événement, et si vous avez du bol, c'est vous qui l'organisez, vous n'avez pas le temps de penser aux photos. Et les photos, ça peut paraître peut-être bête, hein, mais ça se pense, ça se réfléchit, et il faut être un peu dans l'état d'esprit, je vais prendre des photos, et qu'est-ce que je vais raconter dans mes photos pour mettre en avant l'événement, pour mettre en avant les partenaires, pour mettre en avant les participants, pour mettre en avant... Il faut penser à tout ça, tout en faisant des photos jolies, tout en utilisant le matériel qu'on a, et en utilisant le lieu qu'on a. Donc en fait, il y a plein de paramètres. Et si vous êtes déjà en train de gérer 15 000 trucs... L'accueil, le café, ouais, non mais c'est ça. présentation. Les gens qui vont vous poser 15 000 questions, etc., vous n'êtes pas du tout dans l'objectif de faire des photos. Donc vous allez faire des photos en speed avec le téléphone, mais peut-être vous allez passer à côté d'un moment parce que vous êtes en train de discuter avec le conseiller départemental de je ne sais quoi. Et du coup, vous n'êtes pas dans le mood. Donc déjà, la question du temps est hyper importante parce que si vous n'avez pas le temps sur un événement ou autre de faire ces shootings photos, ben prenez quelqu'un. Même si c'est quelqu'un qui les fait au smartphone, ça c'est pas grave, mais prenez quelqu'un. C'est ce que je dis un peu partout, c'est même au smartphone, la question du temps, elle est cruciale. Donc si vous n'avez pas le temps, appelez quelqu'un. Ensuite, en termes de c'est plus la partie technique qui va effectivement entrer en ligne de compte. Ça va être les conditions de prise de vue, ça va être le temps. Je reviens sur le temps, mais le temps à passer dessus et comment dire, l'investissement qu'on a mis dans l'événement, il faut qu'il soit un petit peu corrélé à l'investissement qu'on va mettre dans le photographe ou le vidéaste, en tout cas dans la personne qui va immortaliser l'événement. Si vous passez 1 an à organiser un événement et que vous n'avez pas d'image, c'est un peu dommage. Pour vous, déjà, en image d'archive, en souvenir, purement souvenir. Donc ça, pareil, hein, je redis, c'est pour le pro et pour le perso, ça marche. Déjà, il faut du souvenir, mais en plus de ça, derrière, si dans le cadre pro, vous organisez un événement, il faut que derrière, il y ait une retombée médiatique ou communication. Enfin, il faut s'en servir. C'est un levier énorme. Si vous organisez un événement par an, il faut derrière s'en servir à la fois juste après l'événement et à la fois pour teaser l'événement de l'année d'après. Donc là, il faut des photos qui prennent en compte tous ces paramètres-là et il faut avoir quelqu'un qui sache mettre en avant à la fois les humains, à la fois les marques, à la fois donc les partenaires qui vont être présents. Donc c'est-à-dire comment je vais composer ma photo pour que sur une image, je raconte tout l'événement et que j'ai, mettons à droite de l'image, les kakémonos de mon partenaire. En face, j'ai une personne qui s'exprime sur scène, qui est
le fameux conseiller départemental avec qui quelqu'un discutait tout à l'heure. À gauche, j'ai la team organisation qui est là en train de regarder un petit peu ce qui se passe. Et en même temps, en premier plan, en flou, je vais avoir tous les spectateurs qui sont là parce que il y avait au moins 1000 personnes, comme ce matin. Ouais, ce matin, on est 1000 Facebook. Et du coup, en fait, cette photo-là, par exemple, va raconter un peu tout l'événement. Si, pour peu qu'en fond, vous ayez une slide, alors pas avec mon nom, mais une slide avec votre marque ou avec la thématique de l'événement ou des choses comme ça, hop, vous avez une photo. Et cette photo-là, là, je vous la décris comme ça vite fait, mais il faut la penser. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le lieu, il faut savoir quel angle vous allez prendre, il faut savoir comment vous allez vous mettre, et en plus de ça, vous allez peut-être faire, enfin, moi, photographe, en tout cas, je vais faire 15 photos de la même scène, et c'est après, dans le tri, que je vais me dire, celle-là, c'est celle-là qui correspond le plus à l'événement que j'ai vu. Et à ce que tu voulais au départ. Et à ce que je voulais au départ, c'est ça. Mais en fait, parfois, tu es dans l'événement, tu vois, au tout début d'un événement, par exemple, tu sais pas trop l'ambiance de l'événement. Tu sais pas trop comment ça se passe bien, mais tu sais pas s'il va y avoir une grosse valeur humaine, si c'est le pouvoir des femmes qui va être mis en avant, si c'est le défendre les agriculteurs, si c'est, tu vois. Oui, je prends des exemples comme ça bien. Et en fait, au fil de l'événement, tu vas savoir. Tu vas voir comment ça s'est passé, tu vas voir les temps forts, tu vas voir ce qui s'est dégagé de l'événement. Même un organisateur, dans l'absolu, c'est pas vraiment sur son événement ce qui va s'en dégager. Il a une volonté, il a une ligne directrice, mais il sait pas forcément. Donc après, dans les photos, moi, pendant le tri, une fois que l'événement est passé, que c'est digéré, etc., pendant le tri, tu vas dire ça correspond très bien à ce qui s'est passé. Par exemple, si tu as quelqu'un qui est absolument mort de rire, enfin 2 personnes qui sont mortes de rire, presque à en pleurer, tu vois, et tu arrives à choper ce moment-là, alors qu'en fait, t'es dans un hommage au conseiller départemental qui est décédé la semaine dernière, ça marche pas, tu vois. Si à l'inverse, t'es dans un truc très euphorique, très joyeux, très festif, là la photo elle prend son sens et du coup elle doit être dans le reportage. Tu vois la distinction. Sans être dans des événements, mais je sais que tu travailles aussi un petit peu dans le milieu de la gastronomie, la food, Oui. tu prends pas mal de photos dans ces milieux-là. Des fois tu m'as raconté que dans un super restaurant avec des super plats, quand tu vas sur le site internet ou sur la carte, tu vois le plat qui est pris d'une manière... ça ne donne pas envie, quoi, en fait. Alors, donc, clairement, tout ce qui est packshot, ce que j'appelle packshot, donc c'est les photos de produits à mettre en vente, photos de produits, quoi, peu importe le produit que vous avez. Là, je serais tenté de conseiller soit d'avoir un accompagnement pro, c'est-à-dire que c'est pas le photographe qui vous fait les photos, mais on vous guide en disant, pensez à tout ce que j'ai dit. Et surtout, n'utilisez pas le zoom numérique. Non, là effectivement, vaut mieux faire appel à un professionnel parce que il y a pas mal de paramètres c'est plus la post-prod du coup qui joue à ce moment-là, sur la texture, sur des effets de lumière, sur comment on passe d'une pizza à une crêpe à un risotto et que ce soit à peu près correct. C'est une question de matériel aussi du coup qu'on a derrière pour la prise de vue, parfois d'accessoires puisqu'on peut accessoiriser un petit peu aussi une scène. Donc là, oui, j'aurais tendance à dire passer plutôt par des pros, surtout aujourd'hui où il y a eu un gros effet. Alors, tu parles de resto, donc j'en parle 2 petites secondes, mais en fait, au moment du Covid, les restos se sont tous rendus compte qu'ils étaient un peu à la rue sur la partie digitale, sur la partie contenu, etc. Et donc, en fait, ils se sont tous améliorés là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est vrai que retrouver une photo un peu cheap, un peu fade, un peu pas très sexy, sur un plat qui est pourtant beau et très bon, c'est un peu dommage parce que c'est la première sensation qu'on va avoir, c'est que le restaurant il est pas fou et que si la photo est pas folle, c'est que le plat est pas bon, ce qui est faux. Mais c'est comme ça. D'autant qu'on est dans un monde qui consulte de plus en plus les avis, en plus. Et puis l'œil de chacun, l'air de rien, est de plus en plus éduqué aussi à l'image, malgré tout. C'est-à-dire que on sait reconnaître une photo, je le disais tout à l'heure, qui est ultra léchée pour une pub, ou une photo qui est un peu plus cheap, j'ai pas d'autres mots, pardon, plus cheap pour du perso. Comment concilier la définition de la photo et le poids de cette photo, je parle en kiloté? Ouais, ça c'est une question de paramétrage à l'export, à la prise de vue, il y a peu de modifs à faire, mais après sur l'export, faut trouver juste le bon compromis en fait. Donc moi je conseille plutôt de faire des tests en fonction de ce que vous voulez vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a un élément important, et merci de le soulever, c'est sur votre site internet par exemple, si vous mettez une photo qui fait 45 mégas,
votre site internet va mettre du temps à se charger. Si votre site internet met du temps à se charger, le référencement va être moins bon. Les gens vont vite partir de votre site, vont pas voir la suite, etc. Donc le poids de la photo est aussi un élément à prendre en compte, pour la partie site internet en tout cas. Ça va dépendre du support aussi. Donc ça va dépendre du support où effectivement il va falloir faire un choix et garder la meilleure résolution possible. Alors en général c'est ce qui s'appelle le DPI qui doit rester autour de 300 maxi. Alors 300 de mémoire c'est pour le print, j'en fais peu. Mais normalement c'est ça et faut rester un petit peu dans ces zones-là. Donc DPI je me souviens plus ce que c'est. Un écran d'ordinateur Per en inch. 72 dpi. Ouais c'est ça. Bien évidemment, si vous montez à 150, la qualité de l'image, on voit quand même que c'est l'image est meilleure. Par contre, si vous êtes sur l'impression, vous ne pouvez pas travailler en dessous de 300. C'est clair. C'est ça, c'est ce qui revient effectivement, merci. Merci pour la précision du 72. Il faut garder l'image. Le logiciel, même par exemple pour ceux qui utilisent Apple, juste à travers aperçu, vous baissez la taille de l'image, elle est en 100%, vous la passez en 50%. Bon, moi je fais la newsletter du député. Okay. Quasiment toutes ces publications numériques, ça prend quelques secondes. C'est hyper simple. Oui, non, c'est pas hyper chronophage, mais effectivement, faut savoir où est la limite en fait. Où est la limite, encore une fois, en corrélation avec l'utilisation qu'on va en faire derrière. D'avoir ces notions-là, oui, c'est important d'avoir les 72, et puis même en termes de taille, je crois qu'au-dessus de 1024, sur Internet, par exemple, ça va prendre plus de poids, mais il ne va pas y avoir d'intérêt visuel. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis trouver le bon compromis, c'est que, en fait, visuellement, l'œil humain va pas être à même de détecter sur un écran ou sur un flyer vraiment la distinction. En revanche, si effectivement on commence à faire des formats un peu fous, si vous prévoyez de faire, je pense à ça, une publicité dans les cinémas, ce qui existe aussi. Vous avez pas mal de boutiques où c'est beaucoup de photos en fait qui sont diffusées, c'est des diapos photos. Faites attention aussi à cette qualité-là parce que si ça sort du téléphone, potentiellement vous avez les ISO qui ont été montés sur votre photo et du coup la photo elle a du grain, enfin elle a du bruit et du coup elle est un peu dégueu. Donc une fois que vous allez l'avoir sur un écran 4:7, je connais mieux les ratios d'écran de ciné, de 4:7, là vous allez voir qu'en fait il y a un problème, mais ce sera trop tard puisque la pub sera diffusée. Et à l'inverse, effectivement, dans une newsletter, on peut gagner en poids et gagner en chargement de médias pour que ça se charge vite, quoi. Après, sur les réseaux sociaux, ils font la compression tout seuls. Ce qui est bien et pas bien, mais au moins vous n'avez pas cette problématique. Je crois qu'il juste faut que la photo de base, elle fasse moins de 5 mégas de mémoire. Adrien, il est 10h09, j'aimerais Déjà qu'on termine une minute. On a parlé pas mal donc, pour les pros sur la partie produit. Les entreprises qui vont être dans le service, tu t'as parlé de raconter une histoire. Quel conseil tu peux donner pour aussi communiquer avec de la photo où il n'y a pas forcément un produit à mettre en avant? Pour moi, le service, effectivement, il n'y a pas du tout de produit à mettre en avant. Pour moi, le service, c'est vraiment l'humain. Donc, il faut raconter l'humain. Il faut raconter pourquoi on fait tel ou tel service et l'interaction qu'on va avoir avec les gens. Donc, évitons les photos où on est tout seul au bureau derrière son ordinateur, parce que c'est l'anti-humain, et privilégions plutôt les rendez-vous clients, même s'il est un peu fake, hein, c'est pas très très grave, mais vous allez chez un client que vous aimez bien, que vous avez depuis longtemps ou avec qui ça matche bien, essayez de faire quelques photos de ces moments-là. Et pour le coup, je recoupe avec ce que tu disais, Soufiane, tout à l'heure. Dans ces moments-là, c'est pas forcément vous qui allez faire les photos. Parce qu'à part des selfies, c'est compliqué d'aller poser l'appareil quelque part pour dire « Attends, on se serre la main comme si on venait de se voir, on se dit bonjour ». C'est un peu délicat et surtout, c'est pas du tout naturel. Donc sur ce type de photos-là, il faut à la fois pas avoir l'impression que ça sort d'une banque d'images, donc avoir quelque chose de très naturel avec une vraie relation entre les personnes et avoir quelqu'un de dédié, même si pendant le rendez-vous, ça fausse forcément un petit peu le truc. Mais après, c'est le travail du photographe de se faire discret. Mais effectivement, pour le service, moi, j'aurais tendance à dire, c'est soit l'humain, soit vraiment une technicité bien particulière. Enfin, typiquement, moi, je suis photographe, je fais de la prestation de service. J'ai la relation avec les gens, évidemment, mais j'ai aussi les photos de moi où je suis avec un appareil photo qui peuvent jouer parce que l'appareil photo, tout de suite, on comprend que je suis photographe, terminé. Si par contre, vous avez juste un carnet de papier, on ne sait pas si vous êtes illustrateur, si vous êtes portraitiste, si vous êtes conseiller médical ou conseiller départemental. J'avais envie de le... voilà, ça répond à ta question. Ouais. Et puis avoir cette logique-là de
quelle histoire on veut. Ouais, en fait, toujours savoir, c'est là où c'est important en amont d'avoir une stratégie de com, une stratégie marketing, etc. C'est qu'avant même de passer à la partie prise de vue, sachez ce que vous voulez raconter, sachez ce que vous voulez dire, ce que vous voulez véhiculer comme valeur de votre personnalité ou de votre métier. Et une fois que vous avez tout ça, soit vous faites les photos en prenant tout ça en compte, soit vous briefez la personne qui va faire les photos pour qu'il sache lui quoi raconter. Super. Très bien. Il y a une dernière question, sinon on va clôturer le PDH Pro de ce matin. De toute façon, s'il faut, je suis sur LinkedIn, si vous avez des questions, je ne l'ai pas du tout mis là, mais vous pouvez. Super. Un grand merci à toi, Adrien. Merci à vous, merci pour votre écoute. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je pense qu'on était pas loin, on est monté à un peu plus de 30 entre le présentiel et le distanciel. Donc merci pour votre fidélité. On se retrouve au premier vendredi de novembre pour notre prochain Petit Déj Pro. On fera passer le support à toutes les personnes qui ont été inscrites. Ouais, et les 2 photos aussi, avant-après. Ah bah oui, en bonus. c'est important. Bonus. C'est important. Et on se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.